Bon, je crois qu'on va démarrer. Bienvenue. On est déjà à la 6e année de ce colloque de psychotrauma. Bon, je dois me mettre face à la caméra, je crois. Ouais. Donc, bienvenue aussi aux gens qui sont connectés de chez eux et qui suivent en direct ce colloque. Je vois que des visages que j'ai déjà vus l'année dernière et l'année d'avant, et l'année d'avant, et encore l'année d'avant. Donc, c'est plutôt quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Il y a une forme de, comment on va dire maintenant, c'est une habitude devient ce colloque. Je ne peux pas commencer sans remercier Valérie Niro, parce que sans elle, on ne pourrait pas faire ce colloque. C'est vraiment elle, surtout cette année, parce que l'année dernière, on s'est dit, OK, est-ce qu'on va continuer, pas continuer et un soir, elle m'appelle pour me dire, non, Mehdi, tu fixes ta date et tu refais encore le colloque. Et je crois que on en a tous besoin, des journées comme ça où on puisse échanger autour de nos pratiques et de nos passions complexes. Je ne peux pas commencer la journée sans remercier mon équipe aussi. La clinique du Pont du Gard a eu un grand chelem. Ces dernières semaines, on a passé la certification. Et juste après, on a enchaîné sur l'organisation de ce colloque. Et c'est vrai que je me rends compte dans ces moments comme ça que voilà, on a une super équipe et je les remercie déjà pour commencer la journée. Muriel, Alain, Marie et toute l'équipe de la clinique du Pont du Gard, et puis tous les collègues qui viennent et qui continuent de venir et qui sont toujours dans une démarche confraternelle et d'apprentissage, de développement de réseau et de projets. Et voilà, je vais passer le mot à Lisa, mais elle me dit, n'oublie pas tes directeurs. Bien sûr, Thomas Garnier, hein, je vais pas le présenter, j'ai déjà en parlé l'année dernière, il est là, il est toujours là, il nous soutient. Il y a aussi Krolak Salman, dont on a un petit peu notre directeur du groupe qui est médical, et en fait, effectivement, qui soutient ce projet-là. Et effectivement, je remercie le groupe Emeis qui finance pour la 6e année de suite ce colloque, et qui aussi permet que c'est gratuit pour tous les participants. Et ça, c'est plutôt chouette. Et aussi, ces journées sont enregistrées et qu'on peut accéder en ligne. Et les patients aussi peuvent accéder en ligne pour puisse faire de la psychoéducation sur les thématiques qu'on aborde aujourd'hui. Donc voilà, je vais passer le micro à Lisa, Dr Rosello, qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant dans l'organisation de ce colloque pour présenter la journée, et je vous dis bon colloque. Voilà. Merci Mehdi. Bonjour à tous. Je dirais comme Mehdi, c'est un plaisir de voir des visages qu'on connaît, qu'on reconnaît, des nouveaux visages aussi. C'est un grand plaisir d'être là. Alors j'ai réfléchi un moment à comment introduire cette journée, et puis hier, j'ai eu le plaisir de boire un verre avec l'équipe du Pont du Gard, et je leur ai proposé une petite battle contre la spécialisation. Je vais expliquer ce que je veux dire. Il y a quelques jours, j'ai écouté un podcast du professeur Thierry Bobet, qui est PUPH de psychiatrie. C'était un podcast sur le trauma vicariant. Et dans sa présentation du trauma vicariant, il trouvait des choses. Il évoquait la nécessité d'être formé aux troubles de stress post-traumatique. Et sa vision, c'était que finalement, tous les soignants en psychiatrie devaient être formés aux troubles de stress post-traumatique. Vision que je partage totalement. Dans un idéal, tous les soignants qui travaillent en psychiatrie auraient une formation déjà aux troubles de stress post-traumatique simples, puis aux troubles de stress post-traumatique complexes, aux troubles dissociatifs. Dans un idéal, tous les soignants seraient en capacité de différencier la dissociation et la discordance, de différencier un patient schizophrène d'un patient TDI, etc., etc. Dans un idéal, tout soignant devrait savoir que
un événement potentiellement traumatique n'est pas un synonyme de TSPT, de trouble de stress post-traumatique, que le fait de vivre des événements potentiellement traumatiques peut induire d'autres psychopathologies que le TSPT, trouble de la personnalité borderline, et on va en parler tout à l'heure, enfin l'équipe de la Lironde, trouble de l'adaptation, etc. Ça, c'est dans un idéal. Dans la réalité du terrain, et je serais vraiment très heureuse de partager ça avec vous, il me semble que on est encore loin de cet idéal où tous les soignants seraient formés aux troubles de stress post-traumatique complexe et dissociatif. Et comme cet idéal, il me semble, n'est pas acquis, ou en tout cas cette réalité que la psychopathologie du TSPT soit transmise dans les formations initiales, il y a des équipes, comme l'équipe de Rémoulin, qui a pris la décision de créer des unités spécialisées. Et ces unités spécialisées, donc la clinique, l'unité spécialisée psychotrauma du Gard, donc là dans la battle on est dans le pour. Ils m'expliquaient, ils me réexpliquaient hier la compétence que cela ramène. Parce que dans son discours, le docteur Thierry Bobet était assez critique sur le fait de ces psychos ultra spécialisés. Eh ben, moi, je pense que pour que tout le monde puisse être formé au TSPT complexe, au trouble dissociatif complexe, il faut qu'il y ait des gens qui soient novateurs. Et je pense que l'équipe du Pont du Gard fait partie des équipes qui sont novatrices, qui ont osé ouvrir une telle unité. Et que ça leur amène une expertise qu'aujourd'hui ils partagent avec vous. Et que cette expertise, elle est essentielle pour que justement on comprenne mieux, toujours mieux, le trouble de stress post-traumatique. Alors, on en débattait tout à l'heure avec l'équipe de la Lironde. Évidemment, j'entends ce que disait le professeur Bobet, il y a le contre, hein, dans la question de l'hyperformation, l'hyperspécialisation. Il y a, de mon point de vue, le risque d'en oublier la psychopathologie générale et donc les comorbidités. Je vous ai présenté à plusieurs reprises des cas cliniques et dans les cas cliniques que je présentais de patients TDI, et bien souvent, ils avaient une comorbidité, c'est le trouble bipolaire. Alors, chaque fois, je vous disais, je vous assure, je ne vois pas des troubles bipolaires partout, je vous le confirme. Et d'ailleurs, cette année, j'ai pris un peu de distance avec les formations sur les traumas et je suis allée faire des formations de psychiatrie générale sur le trouble bipolaire, sur les addictions chez le jeune, etc. Et c'était vraiment très important pour moi de pouvoir justement dézoomer le trauma, hein, sortir de cette hyperspécialisation pour revoir un peu voilà, que disent les collègues spécialisés du trouble borderline, du trouble bipolaire et les comorbidités avec le trauma. C'est important de pouvoir dézoomer parce que c'est important quand on prend en charge des traumas complexes, des troubles dissociatifs complexes, de connaître, voilà, d'avoir une grande connaissance de la psychopathologie générale. Et c'est ça, effectivement, le côté contre de la battle, c'est le risque de ne plus voir les patients que du côté du trauma. Le côté contre, c'est la question de la contamination. On en reparlera. Le fait d'avoir des unités avec des patients trauma complexes, des borderline ou des troubles dissociatifs, il y a le risque de contamination. En tout cas, personnellement, j'ai décidé, dans la battle, d'être du côté du pour. Je m'explique. Je pense que d'avoir des unités spécialisées, donc ça permet voilà, une expertise essentielle à l'avancée de la prise en charge. Et donc à Saint-Didier, on a voilà, la chance,
en 2025 de pouvoir ouvrir un hôpital de jour pour les patients, voilà, dédié aux patients trauma complexes et troubles dissociatifs complexes. Voilà, j'entends. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier très chaleureusement l'équipe de Saint-Didier. Parce que dans le contre, hein, dans la battle pour l'hyperspécialisation et contre l'hyperspécialisation, dans le contre, il y a le trauma vicariant, il y a l'épuisement des soignants. Prendre en charge des patients trauma complexes, on en parlait avec Muriel hier, Torres, c'est épuisant. Ça demande des formations, ça demande des supervisions. Je dois vous dire que le projet de l'hôpital de jour, je l'ai en tête depuis des années et il y a des moments où j'ai eu envie de lâcher. Et c'est pour ça que je remercie très chaleureusement l'équipe. Quand ils sentaient que je lâche, ils étaient là pour me rappeler l'importance de prendre ces prises en charge. C'est pour ça que je voudrais remercier très très chaleureusement le docteur Valérie Niraud. Je voudrais vous redire l'importance de ces journées. Pour avoir des unités spécialisées, il faut être formé, il faut être supervisé, il faut pouvoir partager ensemble nos expériences, nos erreurs. On apprend de nos erreurs. Mais quand on fait des erreurs, c'est difficile. Cette année, j'ai dû arrêter la prise en charge d'une patiente TDI. Ça a été douloureux pour moi, voilà, parce que j'ai fait des erreurs dans sa prise en charge. Et ces moments-là où on est ensemble, ils sont essentiels pour continuer à nous donner de l'énergie à poursuivre cette lourde tâche de prendre ces patients complexes. Je vous remercie vraiment d'organiser ces journées. Je voudrais remercier Muriel Torres. J'ai été touchée hier d'entendre une directrice avec tant d'humanité et avec ce soutien qu'elle avait pour son équipe. C'était aussi extrêmement riche pour moi d'entendre les soignantes, Morgane, Marie, parler d'une patiente TDI, une des premières patientes qu'elles ont pris en charge, que du coup je prends en charge aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous mesurez, aujourd'hui, tout le monde le sait, la psychiatrie va mal. Être médecin, psychiatre, c'est pas facile tous les matins. Muriel Torres, Thomas Garnier, je vous remercie. Sans vous, on ne pourrait pas faire ces journées. Elles nous redonnent de l'énergie. Elles nous permettent de nous rencontrer, de se former. Elles sont essentielles. Merci beaucoup. Merci Lisa, c'est un beau discours d'ouverture et puis mettre un peu de clinique avant de commencer la journée. Donc en fait, en gros, le programme, on va accueillir l'équipe de la Lirande pour nous présenter leur programme JAD. Ensuite, ça sera l'équipe du CRP de Montpellier et ensuite, ça sera l'équipe de la clinique du Pont du Gard. Pour l'après-midi, il y aura un petit changement de programme. En fait, ce sera Raphaël Gazon qui présentera... L'après-midi sera consacré à la thérapie sensorimotrice, je crois que vous l'avez vu sur le programme. On va inverser entre Raphaël Gazan et Pat Ogden, parce que Pat Ogden, elle est en Californie, et 14 heures pour elle, pour nous, ça fait 5 heures ou 6 heures du matin pour elle. Donc plutôt, on va la décaler au milieu d'après-midi, ce sera plus sympa pour elle. Voilà, donc je donne la parole à l'équipe de la Lirande et que je remercie d'être là pour présenter leur projet innovant aussi. Voilà. Ok, c'est bon, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Nous, on va aborder aujourd'hui un sujet à la fois complexe et assez intense, celui des dysrégulations émotionnelles, et notamment chez les personnes atteintes de troubles de personnalité borderline. Donc moi, je suis Dimitri Fiedos, psychiatre à la clinique La Lirande, et c'est avec Émilie Biénard, psychologue coordinatrice du projet, qui est ici, et Kevin Caparros, enseignant en activité physique adaptée, que nous allons vous présenter notre programme de thérapie pour jeunes adultes atteints de dysrégulation émotionnelle, le programme JAD.
Afin d'introduire les propos, je vais vous présenter quelques chiffres clés. Il faut savoir que le trouble de personnalité borderline, c'est à peu près une prévalence de 2% dans la population générale. Un trouble qui touche jusqu'à 22% des patients hospitalisés en psychiatrie, d'autant plus dans les unités de services de crise et les services d'urgence psychiatrique, avec des hospitalisations qui sont souvent itératives. C'est un trouble qui apparaît souvent chez les jeunes adultes, avec une prédominance chez les femmes, et un trouble avec des conséquences médico-sociales très importantes, puisqu'on a souvent un isolement social, un isolement familial, des difficultés d'insertion professionnelle, une stigmatisation, et parfois même une discrimination au sein même des milieux hospitaliers. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a un risque suicidaire assez élevé, puisqu'on a environ 75% de tentatives de suicide chez ces personnes, avec une mortalité qui va jusqu'à 10% par suicide. On s'est intéressé aussi à ce trouble au niveau local à la clinique Lallier-Ronde parce que on avait l'impression de recevoir dans nos services, que ce soit adultes et ados, de plus en plus de patients qui sont de dysrégulation émotionnelle, de troubles borderline, et ce qui mettait souvent en difficulté nos équipes et l'institution, et pour lesquels on n'avait pas vraiment de réponse spécifique à proposer. Donc on a fait nos petites recherches, et en fait les chiffres sont assez éloquents, puisque la réalité, c'était qu'on avait 25% des patients hospitalisés avec diagnostic principal ou associé de troubles de personnalité borderline, et avec des durées moyennes de séjour de 56,7 jours, presque 60 jours. Ça peut s'expliquer, donc c'est assez long, ça peut s'expliquer par le fait que c'est des patients qui sortent souvent des services d'urgence ou de post-urgence pour des crises suicidaires. On a déjà, ils ont souvent, pour la plupart du temps, des antécédents d'hospitalisation avec des prises en charge assez complexes. Et complexe, c'est le mot, en fait. Tous ceux qui travaillent ou qui ont déjà travaillé avec les troubles de personnalité borderline le savent. La réalité clinique, elle n'est pas simple du tout. Il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de confusion entre les comorbidités et les diagnostics différentiels. Il y a aussi une évolution de la symptomatologie au cours du temps. Elle change en fait. Comme on peut voir sur la courbe en haut à gauche, en fait, on a des symptômes aigus et sévères, notamment sur les dimensions impulsives et émotionnelles, au début de l'apparition du trouble, généralement adolescent, jeune adulte, pour laisser place ensuite à des symptômes moins bruyants, aux dimensions plus cognitives, interpersonnelles. Globalement, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on a une évolution clinique différente, avec une présentation différente chez les patients atteints de troubles borderline qui sont avancés dans l'âge par rapport aux jeunes patients qui sont de troubles borderline. Les chiffres sont assez parlants aussi au niveau des comorbidités, elles sont quasiment inévitables. 85% de troubles anxieux, comorbides, 80% de dépression, presque 80% de dépendance, le trouble de stress post-traumatique, jusqu'à 50%, trouble du comportement alimentaire, le TDAH et le trouble bipolaire. Donc nous, en tant que cliniciens, on prend vraiment le parti d'avoir cette approche plus dimensionnelle et processuelle des dysrégulations émotionnelles. Alors, ce qui est efficace, dernière donnée de la littérature, donc pas de surprise, la psychothérapie, c'est ce qui marche le mieux. Donc les thérapies comportementales dialectiques, la TCD de Linehan, les thérapies basées sur la mentalisation et thérapie des schémas. Toute la partie médicamenteuse, c'est recommandé qu'en cas de comorbidité. Bon, on a vu, il y en a beaucoup. L'utilisation des ISRS pour la dépression, notamment avec les citalopram, sertraline, fluoxétine. Pour tout ce qui est crise suicidaire, crise anxieuse, épisode psychotique, on va privilégier plutôt les neuroleptiques faible dose, comme la kétiapine. Les antihistaminiques de type 2, Phénergan, à privilégier à toutes les benzodiazépines. Et l'intérêt grandissant là, de la kétamine pour tout ce qui est de la crise suicidaire, qui pourrait avoir un intérêt particulier dans le trouble de la personnalité borderline. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça. Il faut avoir cette tendance à désescalader les traitements chez ces patients qui ont souvent une ordonnance avec beaucoup de médicaments. Voilà, malgré en fait une offre spécifique et grandissante sur le territoire, comme on peut le voir sur la carte à droite qui représente tous les centres de TCD en ambulatoire, il y a beaucoup de freins qui existent encore. Notamment le frein financier avec des consultations spécialisées qui ne sont pas souvent accessibles aux personnes en difficulté financière. Le frein clinique avec des patients qui sont instables, ce qui provoque en fait des ruptures du suivi.
un manque d'accessibilité aux soins spécifiques avec une offre finalement qui est encore trop faible par rapport à la demande et par rapport aux besoins. Et le frein de l'autonomie. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est chez les jeunes patients, ils ne sont pas encore en mesure de gérer leur parcours de soins ni leurs ressources financières. Il y a encore peu de liens entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, alors même que ce trouble est à la frontière entre les deux, et avec des débuts diagnostiques qui apparaissent parfois même dès l'adolescence. Et en fait, tout ça, ça explique finalement, selon les études, un taux de décrochage à 50%, voire plus. Donc à ce jour, en fait, et à notre connaissance, il n'y a pas encore d'offre de soins spécifique en hospitalisation complète en France. Notre programme, en fait, il va permettre d'offrir un cadre structuré et intensif, comblant le manque d'accès aux soins spécialisés et qui apportera un soutien thérapeutique continu, essentiel pour stabiliser ces patients et répondre de façon globale à leurs besoins. Maintenant, je vais laisser la parole à Émilie, qui va nous en dire plus sur le programme. Merci. Ok. Donc, alors, partant de ces différents constats, là, on a déterminé différents objectifs pour construire donc, un programme thérapeutique et éducatif basé sur les TCC de troisième vague. Basé sur, donc ça c'est notre particularité, hein, puisque dans la région il y a déjà des programmes basés sur les TCC de troisième vague, mais on a souhaité ajouter l'activité physique adaptée, des médiations psychocorporelles, des médiations artistiques et diététiques. Donc on l'a vu, hein, ce trouble il est particulièrement criant à l'adolescence et chez les jeunes adultes. Donc c'est là qu'on souhaite intervenir, hein, de manière précoce. Donc la population ciblée, ce sont les jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans, atteints de dysrégulation émotionnelle. Vraiment ça nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on part sur une démarche, une prise en charge processuelle. Et non pas, enfin voilà, on parlait des battles, des diagnostics, tout ça, et en fait ça c'est une vision transdiagnostique. Donc on sait que la dysrégulation émotionnelle c'est un processus central, hein, dans la plupart des troubles psychiatriques et dans les troubles de la personnalité. Donc nos indications, ce sont des patients qui sont hors crise suicidaire et hors comorbidité au premier plan, mais des patients qui sont quand même insuffisamment stabilisés pour pouvoir suivre une thérapie type TCD, donc la thérapie comportementale dialectique, à long terme. On sait que c'est des prises en charge qui se font dans la région, on a de la chance, mais qui sont coûteuses. Il y a un programme court de 6 mois, mais sinon c'est 1 an de thérapie. Donc voilà, c'est pour nos patients qui ne sont pas encore en capacité, parce qu'il y a un taux de décrochage important. Donc nos spécificités, c'est de leur proposer des soins, une forme de thérapie brève et intensive durant 8 semaines, donc 2 mois, en hospitalisation complète. Voilà, donc c'est une forme d'initiation à la psychothérapie, hein, l'idée étant d'accrocher nos jeunes pour qu'après ils puissent aller avec nos collaborateurs dans les filières de soins adaptées. Alors les objectifs spécifiques, alors pour les patients, bien sûr l'apprentissage de compétences de régulation émotionnelle et comportementale, l'amélioration des relations interpersonnelles, puisque pendant 2 mois, on va proposer aux patients d'être dans des groupes donc intensifs, et ils vont faire des expériences de liens entre pairs, ce qui va leur permettre de construire finalement une identité stable et différenciée. J'existe dans un groupe. La prévention des risques suicidaires, la réduction des comportements parasuicidaires. Alors parasuicidaires, donc tous les comportements autodommageables, donc tout ce qui est conduite automutilatoire et conduite à risque. Et puis diminuer le nombre d'hospitalisations itératives aux urgences. Et puis finalement, démarrer un petit peu d'acceptation de leur fonctionnement, qu'ils puissent mieux le comprendre et l'accepter pour une amélioration de leur qualité de vie et finalement les stabiliser assez précocement pour qu'ils puissent avoir un meilleur pronostic et puis une vie qui vaut la peine d'être vécue. Pour l'équipe maintenant, donc différents objectifs. L'idée, c'est qu'on a créé une petite équipe d'une dizaine de personnes dans un service dédié pour organiser les soins de manière structurée, spécifique. Donc on en parlait, hein, la spécialisation. Nous, on est plutôt pour aussi, on en parlera, avec ses limites bien sûr. Donc voilà, donc l'idée c'est de proposer des soins qui soient spécifiques, cohérents. Donc on développe finalement un langage commun, une expertise, et on sait combien c'est important pour la cohésion de l'équipe et puis la motivation à continuer, à travailler avec ces patients qui sont complexes
et qui sont pas simples et puis qui contribuent à l'épuisement des patients. Alors le parcours de soins, rapidement, vous expliquez que ça se fait en 4 étapes. Voilà, les patients atteints de troubles de l'humeur et émotionnels vont être repérés par différentes modalités. Donc soit ils ont déjà été hospitalisés à la clinique, ils sont déjà suivis par nos psychiatres, ou alors repérés par les psychiatres de ville, les libéraux, ou alors dans les différents services du CHU ou des cliniques alentours. Donc là, il va y avoir une demande d'inclusion qui va être faite à la clinique. Et puis là, on va planifier un entretien de préadmission. Cet entretien, il va être réalisé par un des 3 psychiatres qui sont référents dans le programme, et puis par moi-même, qui coordonne. Et donc, l'objectif de cet entretien, ça va être une évaluation diagnostique, donc c'est-à-dire vérifier les critères d'inclusion et de non-inclusion, faire une passation d'auto-questionnaire, et puis surtout, vérifier l'engagement, la motivation du patient, en signant un contrat thérapeutique. Si tout ça c'est validé, on met en place une hospitalisation programmée, une hospitalisation cadrée, programmée sur 8 semaines. Là, les patients vont bénéficier donc de séances de groupe. Nos groupes sont des groupes de 8 à 10 patients. On a fixé une limite à 10. On s'est aperçu que c'est déjà pas mal. Des suivis individuels et puis une réunion avec les proches. Et enfin, parce que c'est important aussi, surtout pour ces patients, le moment de la transition, le moment de la sortie, on sait qu'avec leur vécu abandonnique, on sait combien ça active les émotions. Donc, on prend vraiment notre 4e étape, c'est la préparation à la sortie, le réadressage vers le réseau de soins. Tout ça se base, alors à l'instar des thérapies qui fonctionnent, comme la thérapie comportementale dialectique, on a construit ce programme de prise en charge sur la base d'un contenant thérapeutique. C'est vraiment ça, c'est ce qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Il y a une étude de Marshall Linehan qui date un peu maintenant, mais qui avait clairement mis en évidence le lien entre le comportement du thérapeute et l'augmentation ou non des comportements parasuicidaires ou suicidaires. Donc, partant de là, on va surtout s'attacher à proposer un cadre, un environnement qui soit basé finalement sur les théories de l'attachement. Donc, un environnement qui soit sécure, prévisible, clair, empathique, bien sûr, réparateur, où la guérison peut être envisagée. Donc, l'idée finalement, c'est au travers des liens avec les différents thérapeutes, que le patient puisse se retrouver dans un environnement, comme dans un environnement familial sécure, où comme un enfant pourrait se développer, expérimenter, mentaliser. Voilà. Donc tout ça se base sur un contrat thérapeutique, l'engagement, des règles et des valeurs du regroupe. Donc les règles, bien sûr, ce sont des règles assez communes, la confidentialité, le non-jugement, ce genre de choses. Les valeurs sont importantes, c'est-à-dire qu'on entre dans ce groupe si on a envie de changement, si on a envie de s'améliorer. Tous les patients qui tout de suite mettent en échec et nous disent non, moi ça ne marchera pas, non, ok, on ne rentre pas dans le programme. Donc même si bien sûr il y a leurs ambivalences, peut-être une part d'eux n'y croit pas, etc. Mais ça, c'est pas grave, on va travailler avec. Mais on leur demande de correspondre aux valeurs du groupe qui sont on veut s'exercer, on veut s'entraîner, voilà. Donc on leur permet d'expérimenter dans le cadre de différents ateliers. Vraiment, ça c'est important. On leur dit que ce sont des espaces hors crise, c'est-à-dire que on va faire en sorte que les patients restent dans cette zone optimale de régulation émotionnelle, donc dans leur fenêtre de tolérance. Donc voilà, ils vont expérimenter, ils seront peut-être hyperactivés bien sûr, mais on va les aider à rester dans la fenêtre. La réunion d'équipe, on en parlait, c'est important. Pour pouvoir vraiment prendre en charge les patients, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se régule nous-mêmes. Voilà, et puis la supervision d'équipe mensuelle, donc on a l'avantage, voilà, d'avoir la chance, merci, d'avoir Raphaël Gazon qui nous supervise et qui nous suit depuis la construction du projet. Donc les groupes, ils s'articulent tous sur la base du groupe de régulation des émotions. Donc on a créé finalement un fil rouge dans les 8 semaines de thérapie pour que le déroulé soit cohérent. Chaque semaine, on va à peu près dans chacun des groupes travailler des choses similaires. Donc les outils, les médiations, ils ont été élaborés spécifiquement, ils sont intégratifs,
hein, ça c'est important pour nous, expérientiel, évolutif depuis le début. Enfin là, on vous expliquera un peu, on en est à notre 3e groupe et le contenu dans chacun des groupes a déjà évolué. Chaque week-end, on leur propose des permissions avec des objectifs individualisés, l'idée étant vraiment le transfert, la généralisation des acquis en vie quotidienne. Voilà, donc finalement, proposer une prise en charge globale, donc pour sortir d'une vision catégorielle, mais vraiment voilà, correspondre finalement aux recommandations actuelles, hein, où on sait que une approche holistique, et puis sortir de la stigmatisation de l'étiquetage borderline. Rapidement, juste pour vous montrer le planning type que l'on propose aux patients, hein, juste pour vous dire que globalement, les activités sont sur 4 jours dans la semaine. Elles s'organisent de cette manière. Ils ont un jour off le mercredi pour pouvoir bénéficier des visites et puis se reposer. Alors, on va vous présenter les différents groupes, mais on a fait le choix de faire un focus particulier sur le groupe de régulation des émotions et l'activité physique adaptée. Donc rapidement, je vous explique le groupe de régulation des émotions. Donc c'est un groupe que j'anime en co-animation avec un infirmier référent dans l'équipe. C'est un groupe qui dure 2 heures dans la semaine, donc il y a 8 semaines. Il est construit selon 3 axes. Et puis, entre les séances, ils vont avoir des exercices d'entraînement aux compétences, hein, comme dans la TCD. Alors, comme le montrent les images, voilà, finalement, le premier axe, c'est déjà comprendre, hein, qu'ils puissent comprendre, donc beaucoup de psychoéducation pour comprendre comment fonctionne la dysrégulation émotionnelle, donc à quoi servent les émotions, quelles sont les tendances à l'action, ce genre de choses. Et puis la thérapie des schémas, une séance basée là-dessus, et la thérapie des modes émotionnels, avec un focus particulier sur le schéma d'abandon, hein, on sait bien qu'il est couramment rencontré chez ces patients. Une fois qu'on a compris, eh ben, on va leur proposer sur les 4 séances suivantes des compétences de survie. Donc là, l'objectif va être de savoir comment traverser les crises. Puisque voilà, on a des patients hospitalisés, hein, je vous rappelle, avec beaucoup d'impulsivité. Donc là, on va se baser sur le module de tolérance à la détresse de la TCD. Un module où on va pouvoir leur proposer d'expérimenter des outils comme, bon, pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup d'acronymes dans la TCD, donc le STOP, agir à l'opposé, se poser, adoucir, enfin, voilà, ce genre de choses. Et enfin, donc, une fois qu'ils ont compris, qu'ils savent un peu mieux se réguler et traverser les crises, et ben voilà, on peut regarder vers où on veut aller dans sa vie. Donc là, le 3e axe, pendant 2 séances, on va travailler les compétences d'acceptation. Donc on va là utiliser la matrice ACT, hein, autre outil thérapeutique, en groupe. Et puis on va mettre en pratique les métaphores ACT, la thérapie ACT. On va réaliser des jeux de rôle et puis leur demander de commencer à s'engager dans des actions connectées dans le sens de leurs valeurs. Et puis, on va aussi, dans la préparation à la sortie, leur demander de mettre en place des expériences d'efficacité personnelle, de réussite, pour réduire la vulnérabilité émotionnelle. Voilà, je laisse la parole à Kevin. Merci. Donc du coup, je vais vous présenter la constitution du groupe d'activité physique adaptée, donc au sein du programme JAD, bien entendu. Donc pour situer un petit peu le contexte, l'activité physique adaptée correspond en fait à l'activité physique et le domaine scientifique en lien avec la recherche qui va pouvoir s'appliquer à des populations qui ont des besoins spécifiques en santé. Donc en santé mentale, on sait que c'est très efficace, notamment sur la dépression, les TCA. Sur le trouble borderline en lui-même, c'est un peu moins évident dans la littérature. Donc j'ai effectué une revue de littérature en essayant de prendre les plus récentes possibles. Il y en a une qui a eu lieu cette année sur Montréal avec plus de 200 sujets qui regroupaient 3 travaux. À l'intérieur de ces travaux, ils ont pu déterminer les intensités d'activité physique qui étaient du coup les plus pertinentes, qui étaient en lien avec la dysrégulation émotionnelle, à savoir des activités physiques type cyclo-ergomètre, marche ou travail en combiné en résistance. Ça, c'était le premier axe, on va dire, sur une intensité assez élevée.
Le second axe, là, c'était un sondage qui a eu lieu sur plus de 8 pays, avec plus de 200 sujets également, qui a fait remonter une certaine appétence pour le yoga, pour les sujets borderline, de façon à également pouvoir un petit peu temporiser sur des gestions de crise. Donc du coup, pour vraiment proposer un programme cohérent en fait, à nos sujets, je me suis basé sur ces recos et j'ai défini 2 groupes de travail. Le premier qui va être le suivant en demi-groupe fermé, puisqu'il était recommandé également que l'individualisation du programme était quelque chose qui était demandé là-dessus. Donc le second temps est un groupe complet. On est sur du yoga à modalité interoceptive. Je vais m'expliquer juste après pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Mais grosso modo, voilà, il y a 2 temps qui sont assez éloignés, un le mardi matin et l'autre le vendredi après-midi, où les patients du coup peuvent expérimenter là-dessus 2 intensités d'activité physique qui sont vraiment très distinctes et qui au final vont correspondre aux intensités émotionnelles de nos sujets borderline. La singularité du programme JAD, elle est la suivante. C'est qu'en fait, j'ai intégré l'interoception à mes séances. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a nos 5 sens externes ici, vous pouvez voir sur la gauche, et on a 3 sens internes. La proprioception, tout simplement, c'est en lien avec les repères spatio-temporels du corps. Le système vestibulaire, c'est en lien avec notre équilibre et notre tonus postural. Et l'interoception, ça va être la capacité à détecter, interpréter et intégrer les sensations corporelles internes. Donc en fait, l'objectif final, ça va vraiment être de conscientiser l'évolution de leur état durant les 8 semaines. On sait qu'au départ, vraiment, le corps est investi de façon un peu délétère, comme si c'était un ennemi pour nos sujets là-dessus. Donc l'idée, ça va être vraiment de les accompagner au fil des séances pour un petit peu réexpérimenter dans quelque chose de plus sécure. Il faut savoir également que j'ai intégré à ces séances-là l'outil qu'on appelle le Clean Language. J'ai eu la chance d'être formé à la SFETD, donc la Société française du traitement de la douleur, et c'est un outil qu'on utilise beaucoup avec des métaphores incarnées qui vont agir justement vraiment sur le ressenti du patient, sur ses douleurs et sur la conscientisation du mouvement. Donc l'idée, c'était de partir là-dessus en se disant, on va essayer petit à petit au rythme des patients d'arriver à leur faire intégrer une nouvelle expérience, comme un réapprentissage en fait, du mouvement et de voir les conséquences qu'il pouvait y avoir sur nos sujets borderline. L'utilisation du Clean Language, pratico-pratique pour vous montrer un petit peu et un peu plus imagé. Grosso modo, on ne fait que de la réitération verbale, avec uniquement en premier lieu une question ouverte. Ces questions-là doivent reprendre les propres mots du patient. Donc quand il a vécu une douleur ou un traumatisme, là, sincèrement, c'est vraiment des métaphores qui peuvent être de tout horizon, mais l'idée, c'est vraiment de réitérer et de reprendre leurs propres mots. C'est démontrer que ça facilite vraiment là-dessus l'ancrage également et la diminution des douleurs ou des gestions de crise. Donc là, je vous ai mis un exemple en haut. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on fasse à ce nœud tendu dans la poitrine? Pouvez-vous me décrire la couleur ou la texture de ce nœud? On amène le patient vraiment là-dessus à conscientiser. On va l'aider à explorer, à faciliter l'émergence de ce qu'il ressent intérieurement. Donc vraiment, l'idée là-dessus, c'est de partir de leurs propos et d'essayer de les accompagner au mieux. Un autre exemple, juste en dessous, c'était pour une patiente qui souffrait d'endométriose. Elle, c'était les aiguilles qui la piquaient dans le ventre. Donc vous voyez, pareil, on repart de ça. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ressentir au lieu de ces aiguilles dans le ventre? Et si vous pouviez les éliminer en visualisant votre lieu sûr, quel serait ce lieu? Est-ce que c'est un lieu où il y a plutôt de la chaleur? Comment est la température ambiante? Vraiment, l'idée, c'est de les guider et de focaliser sur leur ressenti pour qu'ils oublient un peu justement le côté anticipatoire, négatif, en lien avec le mouvement. Et ça fonctionne très bien au fil des séances, notamment avec des lâchers-prises souvent qui arrivent déjà au bout de la 3e, 4e semaine avec des pleurs dans les séances, mais des patients qui disent et verbalisent que ça leur fait du bien, qui arrivent à rester la totalité de la séance malgré justement l'arrivée des émotions. Donc quelque chose quand même qui est assez intéressant à creuser. Pourquoi avoir choisi l'interoception? Également, j'ai fait une revue de littérature, c'est clair avec les sujets. Qu'est-ce qui est le plus remonté? C'est que ça favorise l'autorégulation émotionnelle par le corps, d'une part, et d'autre part, la perception de sa conscience corporelle. Donc ces 2 notions-là, elles sont importantes. Retenez-les bien, parce que je les ai évaluées après en pré- et post-programme durant ce que j'ai proposé. Et dans un second temps, l'interoception permet également de détecter les signaux internes du corps, que ce soit à travers des niveaux conscients ou des niveaux inconscients. Donc du coup, quand on sait également là-dessus que les sujets borderline ont du mal à décrire leurs émotions, on se dit que ça peut vraiment avoir un rôle à jouer.
Voici du coup le déroulé, les objectifs sur les 8 semaines de programme. Donc là, on reste sur le yoga que je viens de présenter, centré sur l'interoception. De J0 à J15, donc à chaque fois les objectifs, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec Émilie, il y a un fil rouge durant les 8 semaines, et moi je travaille sur quinzaine. Donc l'idée de J0 à J15, c'est d'avoir une découverte des différentes postures et des techniques de respiration. Donc vraiment, on va commencer ensemble à identifier un lieu sûr et s'autoriser le lâcher prise. De J15 à J30, on apprend vraiment les bases de l'interoception. Le but, c'est d'utiliser le concept de l'affordance, c'est se laisser guider tout simplement par les sensations corporelles en lien avec l'environnement dans lequel on évolue. De J30 à J45, on va favoriser la conscientisation, c'est-à-dire la connexion entre les ressentis internes du patient et ses émotions. Donc l'idée là-dessus, pareil, c'est les aider à chaque séance à verbaliser avec leurs propres mots et à utiliser un petit peu leur technique de régulation. Ensuite, de J45 à J60, on est sur les 15 derniers jours. Et là, je propose aux patients de s'initier et de transmettre au groupe leur propre stratégie d'autorégulation. Donc, je leur demande, s'ils le souhaitent, hein, bien entendu, je ne les force jamais là-dessus, à passer devant le groupe, à montrer. Si c'est trop compliqué, on travaille en binôme sur un coin de la salle. Et l'idée, c'est qu'ils puissent, avec leurs mots et de façon à mieux mémoriser, transmettre leur stratégie d'autorégulation et mettre des mots, encore une fois, là-dessus, avec les pairs. Donc ça, vraiment, même chose. On fait le lien avec aussi l'exploration de posture neurodynamique en fin de séance. Donc ce sont les trajets en fait en lien avec la douleur. Quand on sait qu'aujourd'hui, la douleur est en lien avec la première cause, c'est le psychotraumatisme. Ce n'est pas des lésions tissulaires comme on pourrait le croire. Donc vraiment là-dessus, on peut se dire que le psychotraumatisme a vraiment une importance et qu'il faut le creuser via le mouvement. Le second temps est en lien, cette fois-ci, avec l'activité physique à haute intensité, comme je vous ai présenté en début de programme, où là, on va travailler en demi-groupe uniquement, de façon à pouvoir individualiser au maximum les séances en fonction du patient. De J0 à J15, on va essayer du coup d'avoir une rupture de fausse croyance. Donc on va essayer de diminuer le catastrophisme ou la kinésiophobie. La kinésiophobie, ceci correspond à la peur irrationnelle du mouvement qui est souvent très très présente chez ces sujets, surtout en lien avec parfois une mauvaise expérience au lycée, au collège ou une situation d'échec ou d'humiliation. De J15 à J30, on va essayer de favoriser la décharge émotionnelle avec des objectifs qui sont toujours codéfinis avec le patient par rapport à son histoire de vie d'une part, où là on prend en lien le trauma, et les douleurs qu'il a actuellement d'autre part. On essaie du coup de s'éloigner le plus possible du schéma de perfection. De J30 à J45, on va essayer de proposer une nouvelle expérience sécure. Donc là, j'ai toujours les mots de M. Gazon justement en tête qui nous disait quand un patient vient vers vous qui vous dit qu'il ne peut pas, entendez-le. Donc on entend, on valide et on propose de faire un pas de côté et on leur dit en même temps, on est là pour essayer de bosser ensemble, on va vous proposer une nouvelle expérience sécure, on essaye, on trouve des stratégies ensemble et si ça ne va pas, on aura toujours moyen d'en discuter après la séance. Mais grosso modo, on a toujours un très bon investissement des patients et là, on est à 1 an de programme, 3 sessions, j'ai jamais eu d'abandon sur tous les patients qu'on a eu. De J45 à J60, on est sur l'individualisation et le travail de lien avec la sortie, où on va avoir une hausse de complexité en fonction des régulations émotionnelles qui ont eu lieu, et on va essayer justement de travailler le projet de chacun. Donc ça, on le met en lien aussi avec les infirmiers. Si on repart sur l'évaluation pré-post-programme, donc concernant ici l'activité physique à haute intensité, j'ai effectué 2 temps de mesure pré- et post-programme. Premièrement sur ce qu'on appelle les affects. Avec l'échelle de Panas, donc en 20 items, on évalue avant après programme pour voir justement la régulation des affects qui a eu lieu. Et d'autre part, j'ai évalué la quantité d'activité physique hebdomadaire via l'échelle de Ricci-Gagnon pour voir un petit peu si les patients se saisissaient des outils corporels pour réguler ensuite leurs émotions en autonomie. Je reviens juste avant pour également aborder les mesures. Ici, sur le yoga, j'ai effectué également 2 temps de mesure en pré- et post-programme, notamment via la mesure de la conscience interoceptive. Ça, je pense que les psychos vous connaissez, avec l'échelle Maya 2. Donc là, c'est une échelle qui est assez intéressante et je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus sur les 2 temps de travail. Voici les résultats. Donc, ce sont des résultats qui sont assez encourageants, d'autant qu'il y avait très peu de données de littérature. S'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est que les processus sensorimoteurs, en fait, ils vont façonner la manière dont le patient il expérimente la vie et il va interagir avec les autres. Encore une fois, là-dessus, on est sur un réapprentissage. On sait que la mémoire de la douleur, elle est très présente chez nos sujets et que déjà, au bout de 6 semaines de grossesse in utero, on peut recevoir des stimulations nociceptives et avoir un système de douleur qui est majoré. Donc vraiment là-dessus, très important. Les 3 points qui ont été améliorés, ce sont les suivants. Donc la conscience interoceptive via l'échelle Maya, mais essentiellement sur 4 sous-dimensions qui sont les suivantes.
la prise de conscience de sensations corporelles, donc là déjà on sait que c'est compliqué initialement pour nos sujets, la régulation attentionnelle, on l'a vu tout à l'heure avec Dimitri, en comorbidité du TDAH, l'écoute du corps interne, et enfin l'autorégulation de la détresse émotionnelle par le corps. Là, j'ai eu vraiment des patients qui ont très rapidement intégré ces outils-là sur des envies de gestes justement auto-agressifs et qui ont réussi à réguler par eux-mêmes pendant le programme sur des temps qui étaient en autonomie. Donc ça, vraiment, on a essayé de le valoriser aussi au quotidien avec nos patients. On a ensuite une augmentation des affects moyens positifs et une diminution en parallèle des affects moyens négatifs. Donc là, je m'explique, c'est une échelle qui mesure un petit peu ça sur les 7 derniers jours et on voit un petit peu comment les patients arrivent à réguler. L'avant et l'après-programme, effectivement, est également parlant. Et actuellement, du coup, je suis en train de créer un outil digital pour essayer de l'évaluer ça carrément avant et après la séance. Donc l'idée, c'est que chaque semaine, je puisse avoir une évaluation et il existe une échelle qui est réduite en 10 items. Donc ça, pour le programme de janvier, je suis en train de construire tout ça. Et enfin, le dernier point qui a été amélioré, c'est la quantité d'activité physique hebdomadaire. Et là, j'insiste bien sûr hors programme pour ne pas fausser les données, avec notamment une utilité, encore une fois, des outils d'autorégulation et des témoignages patients qu'on verra aussi tout à l'heure, mais par exemple, un retour sur la diminution de prise de traitement en cas de crise suicidaire ou en cas de crise, et justement l'autorégulation via les groupes qu'on a appris durant la semaine en programme Jade. Voilà ce que je tenais à vous partager sur le programme APA et je redonne la parole à Émilie tout de suite pour la suite. Merci. Alors, on reste... Kevin. Alors, on reste sur la dimension corporelle, mais là, donc, je vais vous présenter les 3 autres ateliers, malheureusement pas dans le détail parce qu'on est limité au niveau du temps. Mais quand même, vous dire qu'on a une art thérapeute avec nous qui propose un groupe qui dure 1h30 par semaine. Ah, ok, c'est bon. Donc l'objectif de ce groupe, c'est de proposer un espace qui soit sécurisant, créatif, pour qu'ils puissent explorer et exprimer leurs émotions, améliorer leur conscience corporelle. Donc elle va proposer des mouvements, travailler sur les postures, travailler sur l'ancrage aussi, et puis renforcer leur confiance en eux et dans le lien à l'autre. Donc, comme vous voyez, sur des exercices en binôme, en groupe, et puis travailler sur l'identité. On a ensuite un groupe que l'on a nommé Médiation créatrice, qui dure là 2 heures par semaine et qui est animé par une ergothérapeute. Donc l'objectif là de ce groupe, c'est vraiment d'activer, de s'appuyer sur leurs ressources. On sait que ces patients-là, ils ont souvent une fibre artistique, surtout les jeunes, enfin même tous. Et donc du coup, l'idée, c'est de leur proposer différents outils de médiation pour qu'ils expérimentent la régulation émotionnelle via ces outils-là. Donc, par exemple, elle va leur proposer de faire des créations communes, de travailler sur l'écriture. Elle utilise des cartes de jeu. Elle leur demande de représenter sur le plan artistique la dialectique. Donc ça, c'est intéressant. Elle leur propose de faire une œuvre sur le trop, le pas assez et le juste milieu. Et puis l'auto-apaisement, l'ancrage, elle leur propose de faire une safeguard qu'ils vont pouvoir après utiliser dans leur vie quotidienne. Et puis la création de masques pour travailler les questionnements identitaires. C'est vraiment intéressant la question du masque chez eux. À la fin d'ailleurs de notre programme, ils vont pouvoir nous faire une exposition de leurs œuvres lors de la séance de clôture du programme, qui est vraiment importante pour nous auprès de l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire de Jade. Et donc voilà, un moment important, on travaille là-dessus parce que cette transition où ils vont pouvoir se représenter finalement qu'est-ce qui a changé chez eux, qu'est-ce qu'ils ont acquis, on va faire un bilan individualisé, un bilan collectif. Et puis cette question du rituel, du passage de témoins vers les prochains groupes, etc. Donc ça, on est au travail sur cette question-là qui nous paraît importante, avec Raphaël notamment. Et puis un groupe de psychonutrition, donc là 1 heure par semaine, animé par notre collègue diététicienne. L'objectif de ce groupe, c'est la stabilisation physiologique, surtout qu'ils puissent identifier finalement les liens qu'il y a entre l'alimentation, souvent dysrégulée chez ces patients, et les émotions. Et puis accompagner les personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire. On l'a vu, la littérature nous dit environ 50% des
patients atteints de troubles borderline. Pour l'instant, sur nos 3 groupes, on s'aperçoit que les 3/4 souffrent d'un TCA. Certains même le découvrent au décours du programme. Donc là, les outils thérapeutiques qu'elle utilise, c'est beaucoup de psychoéducation, des techniques comportementales, sensorielles, le photolangage. Donc ça, c'est un outil très très précieux. On s'aperçoit, elle nous le présente aussi à la fin, où elles vont fabriquer, je dis elles, mais ils, parce que c'est ouvert aux 2 genres. Mais on a surtout des filles pour l'instant. Donc elles vont prendre en photo leur corps et fabriquer un photolangage autour du schéma corporel, l'interoception, là aussi la pleine conscience et puis l'autocompassion. Donc on propose également des entretiens individuels. Donc il faut savoir que les patients sont vus chaque jour par leur psychiatre. Mais également, on propose des entretiens individuels qui sont là pour soutenir les compétences apprises en groupe. Donc sur nos 10 patients, en fait, on se partage la référence entre moi-même et puis les infirmiers référents. Et donc, lors de ces entretiens, ce ne sont pas des entretiens tout venant, hein, c'est vraiment des entretiens ciblés. On va voir avec le patient s'ils ont appris, bien mis en place les compétences. On va soutenir et accompagner les patients pendant les crises, maintenir un lien sécure, leur fixer là aussi des objectifs individualisés. Hein. Pour certains, ça va être de se dévoiler davantage, d'essayer des choses. Pour d'autres, d'avoir un peu plus de contrôle, parce qu'il y a tout qui sort. Enfin, voilà, ce genre de choses. La gestion des contingences. Contingence, c'est tout ce qui est comportement problème et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour, comme conséquence finalement, renforcement positif, négatif. Gestion des comportements interférents avec la thérapie. Donc ça, c'est des termes très TCD pour tout ce qui sont les comportements de critique, les comportements d'évitement. Donc voilà, on va les cibler, là aussi, ces comportements et travailler dessus. Les stratégies thérapeutiques, beaucoup de validation émotionnelle. On sait que ces patients, ils en sont là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas bénéficié de validation. Donc ça, c'est notre leitmotiv. L'entretien motivationnel, on s'est aperçu qu'à la 5e semaine à peu près, hein, il y a vraiment une baisse de motivation. Donc il faut qu'on les soutienne là pour leur repartir sur les stratégies d'engagement, leur montrer le bénéfice qu'ils vont pouvoir avoir. Aider à la mentalisation, ce sont des patients qui ne se représentent pas bien, hein, qui ont des difficultés à élaborer, à identifier le sens. Donc on est là pour ça. Et puis l'analyse comportementale en chaîne, outil très puissant. Hein. L'idée, c'est que on ne passe jamais sous silence un comportement parasuicidaire ou suicidaire. Et donc, s'il y en a, à 24 heures du comportement, on va analyser ce qui s'est passé, hein, quelle a été la fonction de ce geste. Et donc, on va vraiment décortiquer toutes les séquences d'actions qui ont mené le patient à avoir un comportement autodommageable. On va l'analyser et puis identifier des solutions alternatives pour pas que ça se reproduise. Bon, rapidement, vous montrer que on a investi à la clinique dans du matériel pour développer l'auto-apaisement, les fameux glaçons, hein, de la TCD, les fruits givrés, ce genre de choses. On a beaucoup de patients qui ont des TDAH, qui souffrent de TDAH aussi, donc des petits fidget toys. Et puis le sac de frappe pour la décharge et les couvertures lestées pour la contenance. La réunion famille. Oui, je me dépêche. En gros, pendant le programme, on leur propose une réunion famille avec tous les proches qui souhaitent venir. L'idée étant de leur donner quelques notions pour mieux comprendre la dysrégulation émotionnelle et les objectifs du programme JAD. Et puis, on va surtout récolter leurs attentes, permettre après de répondre à leurs questions et puis permettre du partage et leur donner quelques infos sur les filières de soins adaptées, des liens utiles, de la biblio, ce genre de choses. Enfin, la préparation à la sortie, on l'a dit, c'est vraiment un moment important, hein, puisque l'hospitalisation est cadrée. On leur dit à 8 semaines, ils sortent, quoi qu'il en soit. Donc vous imaginez bien chez ces patients-là, vraiment la réactivation, le vécu abandonnique. Donc
on le prépare et on voit que finalement ça se passe plutôt bien en anticipant ça. On a des infirmiers en pratique avancée aussi qui nous aident quand c'est complexe pour pouvoir... donc on fait un bilan du programme, on prépare la sortie, on l'organise. Parfois on appelle les intervenants, soit les adresseurs, soit on crée un maillage. Et puis chaque patient sort avec un safety plan. C'est un plan de sécurité en cas de crise ou en cas de crise suicidaire. Voilà, donc on est un peu pressé par le temps, donc je vais au niveau du maillage territorial et les partenariats, on travaille déjà pas mal avec le CHU de Montpellier, centre de thérapie, troubles de l'humeur émotionnelle, docteur Ducasse, département UPUP, unité d'urgence post-urgence psychiatrique connectée avec le centre régional psychotrauma. On aimerait renforcer nos liens avec le CHU de Nîmes, la clinique du Pont du Gard aussi, qui nous accueille aujourd'hui. Et on va développer aussi nos liens avec les associations. Et évidemment, tous ceux qui aimeraient travailler avec nous. Donc c'est assez simple. Les demandes d'inclusion, c'est en 3 étapes. Il suffit, la première étape, de nous passer un coup de fil ou de nous envoyer un email. Toutes les demandes seront analysées, évaluées en équipe. Et la troisième étape, on vous contactera pour vous proposer un rendez-vous de préadmission. Alors ça, j'aimerais vous partager quelques observations cliniques. Aujourd'hui, on est jeune, on a commencé en janvier 2024. Donc 3 groupes qui sont passés. On a donc peu de recul, mais des résultats quand même très encourageants. On va développer notre section recherche avec la passation de questionnaires standardisés. Mais pour l'instant, voilà, aujourd'hui, sur les 3 groupes, on n'a eu aucune tentative de suicide en hospitalisation. Une diminution des gestes auto-agressifs, 2 épisodes de scarification sur l'année dans le groupe. Diminution des traitements médicamenteux, notamment les fameux traitements là, si besoin en cas de crise, donc développement de stratégies d'adaptation. Une absence de réhospitalisation des participants. À ce jour, on n'a pas de participants du premier groupe qui sont réhospitalisés à la clinique Lallironde. Et surtout, un chiffre assez intéressant, on a très peu d'abandon du programme. 2 patients depuis le début de l'année pour des raisons familiales et médicales. Donc ça fait 7%, on a calculé, donc on est loin des 50% de la littérature. Les retours très positifs, 100% de satisfaction globale sur les 3 groupes et quelques témoignages très encourageants à la fois sur la dimension gestion émotionnelle et relations interpersonnelles. Je laisse Émilie conclure et on fera une petite vidéo. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de vraies données, à part Kevin, qui a été le plus sérieux d'entre nous. Mais on n'a pas de données quantitatives là pour l'instant, mais des résultats très encourageants. Pour les patients, pour l'institution, une vraie plus-value de proposer ce type de programme en hospitalisation complète dans le cadre de la prise en charge précoce. Au niveau des perspectives, on est sur un projet d'ouverture potentielle d'hôpital de jour pour adolescents et jeunes adultes, ce qui permettrait une continuité des soins. Ce serait vraiment super. On souhaite développer le travail en réseau, bien sûr. Pourquoi pas défendre notre projet auprès de l'ARS. On aimerait confirmer l'efficacité par la recherche. Pourquoi pas mettre en place une application patient. On est à l'ère du numérique, on a des jeunes patients, on est encore avec du format papier et on voit que c'est un peu désuet. Donc on aimerait vraiment mettre en place une petite application où ils auraient finalement leur journal de bord, leur planning, un journal émotionnel. Ils pourraient faire leurs exercices d'entraînement aux compétences sur cette application. Ils auraient peut-être une base de données aussi avec les outils qu'on leur propose, comme la méditation, l'ancrage, plein de choses différentes. On aimerait développer la pérédance. Alors, là, question, soit on fait intervenir des patients experts qui viennent témoigner de leurs avancées, de leur fonctionnement en vie quotidienne, ou alors carrément soutenir la création d'une association de patients qui pourrait proposer des groupes d'entraide. Et puis, avec le recrutement d'un psychologue, on voudrait ajouter, puisque là, on a extrait le module d'efficacité interpersonnelle et de pleine conscience de la TCD, mais on voit quand même que ça aurait du sens de rajouter un groupe là-dessus. Voilà, on a réalisé une petite vidéo pour vous montrer quelques témoignages de patients et de soignants, et puis vous montrer notre environnement là où on travaille, à la clinique.
c'est un trouble qui est très complexe parce que en fait, ça peut se manifester de tellement de façons différentes et on le vit tellement différemment des autres que en fait, j'arriverai même pas à l'expliquer parce que ça peut être différent chez tout le monde. Pour moi, c'est beaucoup de dépendance affective surtout, beaucoup de changements d'humeur qui sont très rapides et en fait, on passe par plein de vagues d'émotions différentes toute la journée, quoi. Ça s'arrête pas. En fait, je passe par des phases euphoriques, puis après, il y a la redescente qui est violente. C'est-à-dire que ça peut être de l'énervement, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la tristesse. Du coup, voilà. Ce projet, qui me tient particulièrement à cœur, est né de la difficulté des soignants à répondre efficacement à la dysrégulation émotionnelle et d'une offre de soins limitée entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte en clinique psychiatrique. Moi, ça n'a pas été facile tout le long. Il y a des moments où j'ai cru que j'allais décrocher, il y a des moments où c'était un peu difficile. Mais globalement, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis de beaucoup évoluer au niveau de la régulation de mes émotions, de mieux me comprendre. Ça m'a permis de mieux comprendre comment je fonctionnais pour mieux appréhender ma sortie, mieux appréhender ma vie dehors, la reprise de ma vie finalement, puisque je suis quand même restée ici depuis février. Donc, je suis arrivée dans un état assez pitoyable, je repars bien mieux et je sais que c'est en partie grâce au groupe JAD. Donc, je suis très reconnaissante d'avoir été prise dans ce groupe de thérapie. Et j'en ai tiré beaucoup de positifs, même s'il y a certains ateliers qui me plaisaient moins que d'autres, mais je pense que c'est normal. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Le programme JAD, acronyme de Jeunes Adultes Atteints de Dysrégulation Émotionnelle que nous avons créé, propose une prise en charge spécifique et groupale basée sur des thérapies éprouvées scientifiquement, dans le but d'accrocher rapidement nos jeunes patients en hospitalisation complète et leur permettre de poursuivre ensuite les soins en ambulatoire avec nos partenaires. Pour moi, le borderline, c'est ressentir les choses beaucoup trop fort. Et grâce au groupe JAD, j'ai appris à avoir des outils pour gérer mes émotions et les réguler, passer par d'autres biais pour l'extérioriser, via l'art, via l'écriture, le stop, que j'ai utilisé beaucoup de fois ici, qui marche super bien. C'est une technique pour calmer les crises. Donc ouais, c'est très intéressant parce qu'on arrive à réduire les prescriptions d'anxiolytiques et de sédatifs grâce à l'apprentissage de nouvelles stratégies de régulation des émotions. On a aussi moins de gestes auto-agressifs dans l'unité. Les patients, ils arrivent à mieux comprendre leur fonctionnement et à demander de l'aide au bon moment et au bon endroit. L'idée globale, en fait, c'est de pouvoir réduire à la fois le nombre de passages aux urgences, mais aussi le nombre d'hospitalisations totales, et surtout de pouvoir abaisser le risque suicidaire. De la pathologie, ça nous pousse dans le retranchement un petit peu. Ils testent, ils essayent de voir où est le lien et jusqu'où ils peuvent aller. Donc c'est vrai que c'est vraiment chouette. Je dirais avant tout leur singularité. Chaque personne est différente avec ses problématiques et ensuite leur sensibilité. Ce sont des personnes qui, au début, ont vraiment une certaine appréhension en fait à venir en activité physique adaptée. Puis après, ce sont des personnes qui, au contraire, sont très reconnaissantes et ont envie de participer à ces ateliers. Donc on voit bien ce cheminement et je trouve que c'est vraiment intéressant. J'ai fait un gros travail sur la régulation des émotions. C'est-à-dire qu'avant, je ne régulais pas du tout mes émotions, tout débordait tout le temps, ou alors je me sentais vide. Maintenant, je ressens quasiment plus de vide et j'arrive à réguler mes émotions. J'ai fait un énorme travail là-dessus. Et j'ai fait un énorme travail aussi sur ma façon de m'exprimer et de communiquer mes émotions aux gens. C'est-à-dire que maintenant, je peux communiquer de façon beaucoup plus saine, avec beaucoup moins d'angoisse et avec beaucoup plus de facilité. Et ça cause beaucoup moins de problèmes dans les relations, donc de disputes, de ruptures de relations, ce genre de choses. Donc j'ai surtout senti des bénéfices à ce niveau-là. Chaque session est conçue pour favoriser l'échange, l'expérimentation, dans un cadre bienveillant, sécurisant, au travers d'un accompagnement personnalisé et collectif par une équipe pluridisciplinaire. Alors c'est un atelier de médiation créatrice.
Donc le but c'est d'utiliser différentes médiations, que ce soit la peinture, le pastel, le collage, l'écriture, pour pouvoir s'exprimer autrement. Exprimer leur identité, exprimer leurs émotions à travers des médiations, de pouvoir trouver justement des moyens de se réguler, de se réancrer, d'être dans l'instant présent. Et puis c'est aussi des patients et des patientes qui ont souvent cet esprit créatif, donc ça va venir le stimuler et les valoriser. Voilà. Les patients bénéficient de groupes thérapeutiques et psychoéducatifs basés sur les TCC de 3e vague, d'activités physiques adaptées, de psychonutrition, de groupes à médiation psychocorporelle et artistique, spécifiquement pensés pour répondre à leurs besoins. Alors nos objectifs sont clairs: aider nos patients à développer des compétences de régulation émotionnelle, à améliorer leurs relations interpersonnelles et à renforcer leurs ressources pour une meilleure qualité de vie. Il s'agit d'une belle aventure nous permettant de travailler de manière collaborative, avec des premiers résultats qui sont plutôt encourageants et des perspectives d'avenir qui pourront faire la différence dans le traitement des jeunes adultes atteints de troubles borderline. Et ça vient d'où de ça, vous pensez? Des traumas qu'on a vécus. Merci. Merci pour cette superbe présentation, cette démonstration de l'importance de traverser la nosographie à travers la dysrégulation émotionnelle. Je pense qu'on reconnaît certains de nos patients. Alors, avec le docteur Gauzy, on a décidé de vous laisser finir la présentation qui a un peu dépassé. Donc du coup, on va prendre, je vais vous frustrer, vous allez gérer vos émotions. On va prendre une ou deux questions parce que là, au niveau du timing, on est un peu serré. Bonjour, merci à vous. Petite question, dans les critères d'inclusion, il y avait noté pas de comorbidité au premier plan. Comment vous l'évaluez et qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, on l'a vu, beaucoup de comorbidités chez ces patients. Et donc, on a des patients qui, on voit, correspondent tout à fait aux critères pour en bénéficier. Mais par exemple, ils ont besoin d'abord d'être dans le sevrage parce que la problématique c'est d'abord les addictions. Hein. Donc, on travaille d'abord le sevrage, le traitement des addictions. Et puis après, on travaille ça. Ou alors, si on a un TCA grave avec sonde, on imagine un IMC trop grave. L'idée, c'est que les comorbidités, oui, mais il ne faut pas qu'elles prennent trop de place, parce que si elles prennent trop de place, ça perturbe après vraiment la prise en charge. Ok, merci. Merci. Oui, je vous remercie de cette question. Ces patients-là ont tous des comorbidités. On entend bien qu'il faut que, Émilie l'a noté, hein, que l'état clinique soit stabilisé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'épisode psychiatrique aigu, que les substances soient gérées. Tout à fait. Tu me le dis, mais dis quand on... Merci. C'est pour la suite de cette question. Est-ce que vous avez envisagé des cures avec ensuite une hospitalisation dans votre service ? Oui. Enfin, là, on travaille avec soit dans la clinique, hein, on travaille ça, ou alors avec d'autres établissements plus spécialisés. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment la stabilisation. Il faut qu'ils soient quand même stabilisés au niveau des comorbidités. Hein. Elles n'ont pas disparu la plupart du temps. Si, par exemple, la question de l'addiction est traitée, après, on va pouvoir travailler la dysrégulation émotionnelle. Enfin, voilà, l'idée, c'est justement ça. Puis après, peut-être, les traumas complexes au Pont du Gard, par exemple. Enfin, finalement, c'est des étapes, hein, en fonction de là où en est notre patient. C'est pour ça que le rendez-vous de préadmission est super important. Il sera évalué par les psychiatres et en fonction, on orientera le patient mieux.
Merci. Les temps d'attente pour intégrer ce type de, alors, je sais pas, de groupe, et combien ça coûte? Parce qu'on n'a pas parlé des aspects financiers. Est-ce que c'est financé ou voilà. Alors, le temps d'attente, pour l'instant, est tout à fait correct, puisque, en fait, on est très jeune, hein, comme on le disait, on a démarré en janvier, et voilà, on est la première communication, donc on espère communiquer davantage, mais là, pour l'instant, on démarre, donc finalement, ça va. On attend juste la fin d'un programme, et puis après, l'inclusion dans le programme suivant, donc on va dire 2-3 mois. Et après, sur le plan financier, en fait, c'est pris c'est en charge comme une hospitalisation. Il n'y a pas de... C'est une hospitalisation classique hospitalisation, en clinique voilà. psychiatrique. Voilà, donc après, il y a la question de la chambre seule. Oui, voilà. Tout à fait. Alors moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de ce qu'est une métaphore incarnée? Les métaphores incarnées, comme j'expliquais, c'est juste en lien avec en fait, les propres propos du patient, savoir comment il le vit. Là, ce qui me vient aussi, par exemple, ça serait je ressens tous les jours quand je me couche, lorsque je suis en période de gestion de crise, un fil qui se tend de mon épaule à le bas des fesses, par exemple. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est incarné par le patient. Il le vit, il le décrit comme ça. Et l'idée, c'est de repartir de ces propos-là après pour arriver à le travailler avec lui, tout simplement. Bravo. Merci. Pour ce jeune projet. Vraiment, c'est... En parlant de spécialisation, c'est pas mal. Je vois qu'il y a pas mal d'énergie dans cette équipe et puis je vous souhaite tout le bien pour la suite. Juste, vu que ces journées sont aussi des journées de partage, je ne peux pas trop me frustrer quand même. En fait, ce que je trouve intéressant, donc nous, dans l'unité psychotrauma, en fait, et j'assume très bien de ne pas poser le diagnostic de trouble borderline chez les patients qu'on a. Et on en a un petit peu discuté par rapport à ça, du fait qu'au niveau de la psychopathologie des patients borderline, on va retrouver un peu ce qu'on a parlé au colloque de l'année dernière, c'est-à-dire des traumatismes dans le développement du système d'attachement. Et souvent, pas que ça, mais en tout cas une bonne partie de ces patients vont... Le psychotrauma va fleurir à l'âge adulte à travers des troubles qu'on va dire, c'est des troubles borderline, dysrégulation émotionnelle, problématiques d'attachement, etc. Mais que quelque part, ce que je trouve très chouette, c'est-à-dire que les patients, quand ils sont très chauds au niveau des symptômes, ils vont passer chez vous, ils vont se refroidir un petit peu, ça va les stabiliser, puis après ils vont passer chez nous pour travailler sur le fond, et effectivement sur les traumas sous-jacents, la dissociation structurelle et ainsi de suite. Mais peut-être pour faire le lien avec ce qu'on a fait, ce que vous avez fait hier, se former à la dissociation structurelle, à la thérapie sensorimotrice. Et effectivement, ça va beaucoup vous aider, je pense. Oui. Voilà. Oui. Bien. Tout à fait, on est d'accord. Merci pour ça. Super. Du coup, on va accueillir l'équipe du docteur Fregnault, qui n'est pas là, mais qui en a l'honneur d'accueillir toute son équipe. Bonjour. Donc Laura, qui est psychologue, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Bonjour. Et mes collègues qui vont arriver. Voilà. Voilà, je vous laisse nous présenter le concept du CRP et votre CRP. Très bien, merci. Bonjour à tous. Je tenais à remercier l'équipe, Dr Gauzy et son équipe pour l'organisation de la journée et pour l'invitation du coup à participer à cette journée avec donc l'équipe du Centre régional de psychotraumatisme. Moi, je suis Laura Garcia, psychologue au Centre régional de psychotrauma, et j'ai mes collègues avec moi, donc Magali Courtijol-Gaillard, qui est infirmière et puéricultrice, et Sandy Huguet, qui est également psychologue chez nous. Donc l'idée, voilà, ça va être juste de vous présenter le Centre régional de psychotraumatisme, quelles sont nos missions et comment est-ce qu'on travaille. Du coup, je vais commencer avec une question très, très basique. Que sont finalement les centres régionaux de psychotraumatisme? Ce sont donc des dispositifs de prise en charge globale de personnes souffrant d'un trouble de stress post-traumatique. Et j'insiste sur cette catégorie-là, pour le coup, sur le trouble d'un stress post-traumatique, car on a beaucoup d'adressages, comme ça a été précisé tout à l'heure, où à partir du moment où il y a un vécu d'un événement à potentiel traumatique, il va y avoir une orientation vers nos services. La résilience reste quand même la réponse la plus fréquente face à un événement traumatique. Et donc voilà, le CRP a vraiment cette valence de prendre en charge le trouble de stress post-traumatique.
Donc j'entends plutôt le TSPT simple et pas trop le complexe. Alors on va prendre en charge du complexe également, à condition qu'il y ait bien des symptômes, notamment de reviviscence, sur lesquels on va avoir une valence thérapeutique. Les CRP, alors je tiens aussi à préciser que ce que je dis, c'est particulièrement pour le Centre régional de psychotrauma de Montpellier, puisqu'il y a quand même une hétérogénéité dans la gestion des CRP et que chaque CRP va avoir ses indications de prise en charge et ses techniques. Les CRP, ils vont être attachés au centre hospitalier. Donc pour notre cas, c'est le centre hospitalier universitaire La Péronie à Montpellier. Et les missions de ces CRP vont être donc de proposer une prise en charge globale aux personnes souffrant d'un trouble de stress post-traumatique, également d'apporter une expertise et des ressources pour améliorer la prise en charge des psychotraumatismes, notamment à travers des axes de formation que l'on va donner au centre hospitalier, mais aussi avec d'autres partenaires. Et bien sûr des missions de réseautage, d'identifier des professionnels de santé sur le territoire afin de travailler en collaboration avec ces différentes organisations. Sur Montpellier, on a notamment la Maison des Femmes là, qui vient d'ouvrir et on a pas mal de contacts avec notamment France Victimes. Donc les CRP, ils font partie finalement d'un réseau national. On en compte 17. Bon, il y a 17 centres en France. Qui couvrent la totalité a priori des régions en France. Et ces CRP, finalement, ils sont coordonnés par ce qu'on va appeler le CN2R. Donc voilà, qui a pour mission de coordonner ces centres afin de les accompagner dans leur développement et leurs projets. Le CN2R, donc le Centre national de ressources et de résilience, a fait son apparition à la suite des attentats de 2015 et 2016 sur demande du président de la République. Du coup, donc, il y a eu un appel d'offres et cet appel d'offres a été remporté par la PHP et donc est administré par différents acteurs. On va retrouver des acteurs ministériels, notamment donc, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, de la Justice, des Armées, de la Santé et de la Prévention, mais aussi de l'éducation et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur et de la recherche. En plus de ces personnes, le CN2R va comprendre également une partie du Centre national de recherche scientifique, des membres de l'École nationale de la magistrature et il y a un partenariat du coup avec le CHU de Lille et la PHP. Ce CN2R, il vient s'appuyer sur un conseil scientifique et d'orientation, le CSO, qui est composé de représentants d'instances reconnues, d'associations d'aide aux victimes et d'experts, donc notamment le professeur Bobet dont on parlait tout à l'heure, et également le professeur Veva, qui sont les présidents de ce conseil scientifique. Et les missions de ce CN2R sont les suivantes, donc informer et sensibiliser les différents publics sur les psychotraumatismes et la résilience, élaborer et diffuser des outils pour renforcer les pratiques professionnelles, promouvoir et soutenir des projets de recherche, animer le réseau des centres régionaux de psychotraumatisme, notamment au travers de réunions mensuelles, et enfin aider à fluidifier la prise en charge globale et continue des personnes concernées. Parmi les ressources que l'on va trouver notamment sur le site du CN2R, c'est une cartographie des différents centres régionaux qui existent de psychotraumatisme. Donc moi j'ai zoomé un peu sur notre région bien entendu, et donc vous pouvez voir qu'on en a au niveau de Perpignan, du CH de Thuir, au niveau de Toulouse et également Montpellier et Nîmes. On compte actuellement 6 CRP pour 13 départements. À Toulouse, donc il y en a 2, un CRP enfant, un CRP adulte. À Nîmes, au CHU Carremo, il me semble que c'est uniquement adulte. L'équipe du CRP est là. Adulte-enfant aussi, pardon. Et enfin, sur Thuir, le CH de Thuir et donc le CHU La Péronie. Et depuis peu, le CHU Saint-Éloi avec un CRP enfant-adolescent. Je vous présente un petit peu le nombre de consultations sur l'Occitanie. En 2023, on fait partie donc des régions où on a le plus fort taux de consultation, avec à peu près 8000 consultations par an. Et ces 8000 consultations par an, elles représentent quand même une hausse de 34% comparativement à 2022 sur des dotations et des équipes qui n'ont pas bougé. Donc on a toujours plus de demandes, mais toujours aussi peu de personnel. Je vais vous présenter l'équipe ensuite. On est vraiment de petites équipes.
Au niveau des événements traumatiques les plus identifiés au sein des CRP, donc ça c'est ce qui ressort des rapports d'activité des CRP, on va retrouver les violences conjugales, les violences physiques, les agressions sexuelles, tout ce qui est violence intrafamiliale, les accidents de la voie publique, et les deux derniers, ce sont des ajouts que j'ai faits en fonction de ce que j'ai pu observer au sein de mon CRP, donc pas mal de deuil traumatique, et beaucoup de personnes issues de parcours migratoires. Voilà un petit peu ce qu'on va observer. Dans les événements traumatiques sur le rapport du CN2R, il y avait également le harcèlement, qui ne fait pas partie finalement des critères, du critère A du DSM-5 pour parler de psychotraumatisme, de troubles de stress post-traumatique. C'est pour ça que je ne l'ai pas remis ici. Et donc au niveau de l'équipe, c'est ce que je vous expliquais, on est une petite équipe. On a 2 psychiatres qui sont sur des temps équivalents à 20%, je pense. On est 2 psychologues. À nous 2, on doit être sur un 1,5 ETP peut-être. Et enfin, on a Magali qui est donc avec nous à 80% et qui est sur le CRP enfant, adolescent et adulte. Et il faut aussi savoir que la totalité de l'équipe fait partie de la cellule d'urgence médico-psychologique, puisqu'on a fait le choix finalement, alors je ne sais pas si c'est un choix conscient ou forcé, mais de mutualiser nos effectifs et nos moyens. Et donc au niveau de... Donc nous, on propose des prises en charge sur du court ou moyen terme. C'est-à-dire qu'on essaie de tenir des délais autour de 6 à 18 mois. Et le parcours patient, le parcours de soins, enfin, comment nous adresser les personnes, qu'est-ce qui se passe quand vous nous adressez quelqu'un. Donc il y a un dossier de demande de consultation à remplir, que vous pouvez retrouver sur le site du CHU, avec notamment des autoquestionnaires. Ensuite, il va y avoir un premier rendez-vous d'évaluation avec notre infirmière, soit en téléphonique, soit en présentiel, en fonction de ce qui convient le mieux au patient. Une fois que cette évaluation a été faite, on va faire une réunion pluridisciplinaire où on va du coup décider en fonction des symptômes retrouvés vers qui le patient va être orienté. Si le patient a déjà un psychiatre identifié, on va avoir tendance à l'orienter vers le psychologue. Si au contraire il n'y a pas de psychiatre et déjà un suivi psychologique, on va orienter vers le psychiatre. Et enfin, on va communiquer la décision au patient et au médecin adresseur, une décision qui va être soit un suivi sur le CRP, soit une réorientation sur d'autres structures de soins. Et les réorientations font souvent suite justement à une confusion au niveau de l'adressage, où on va avoir un événement effectivement traumatique dans la vie du patient, ou plusieurs, qui conduisent à son orientation chez nous, mais où on ne va pas retrouver de tableau spécifique de troubles de stress post-traumatique. Au niveau des soins proposés, on va donc proposer des thérapies brèves centrées sur les événements traumatiques, notamment la thérapie cognitive et comportementale, le MDR et également la thérapie de la reconsolidation. Et bien sûr des traitements pharmacologiques. Je vais vous parler très rapidement. Alors déjà effectivement, avant toute thérapie, on va d'abord s'assurer de la sécurité du patient, c'est-à-dire qu'on va faire une évaluation de son environnement. Si par exemple on nous adresse une patiente qui serait dans des réseaux de prostitution et qu'il y a des événements en lien avec des agressions sexuelles, ça va être compliqué pour nous d'envisager de l'accompagner dans cette démarche, en sachant que ça pourrait contribuer à ce que la personne se maintienne dans la situation traumatique. On va également évaluer le risque suicidaire, en sachant que lorsqu'il y a une crise suicidaire, ça ne va pas être la temporalité pour le coup de venir travailler sur le trauma. Donc voilà, comme ça a été dit juste avant, il y a besoin d'une stabilité minimale quand même chez le patient avant de pouvoir envisager une prise en charge centrée trauma. On va également présenter des stratégies de régulation émotionnelle, notamment à travers des techniques d'ancrage, le lieu sûr, les techniques de respiration et de relaxation. Et enfin, on va faire beaucoup de psychoéducation finalement, avant même de débuter les thérapies, que ce soit sur les symptômes, sur les facteurs de maintien de ces symptômes, mais également sur les thérapies et sur ce que ces thérapies vont impliquer. On prévient bien les patients que travailler sur le trauma risque dans un premier temps de dégrader la situation avant qu'on puisse percevoir une amélioration. D'où le besoin de stabilité aussi un petit peu de l'état de la personne avant de débuter. Et au niveau des thérapies, du coup, donc, on a la TCC, donc c'est une thérapie brève qui vise à remplacer les pensées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des réactions plus en adéquation avec la réalité. On va retrouver notamment 3 ingrédients principaux, le lien entre les émotions, les pensées et les comportements.
Et les TCC sont ce qu'on va appeler un travail collaboratif finalement, où patients et thérapeutes travaillent ensemble à développer une compréhension commune des problèmes présentés par le patient et également à identifier comment ces problèmes affectent les modes de pensée, les comportements, les émotions, mais également le fonctionnement global de la personne. Dans la TCC, le patient il va être acteur de sa prise en charge, dans le sens où il va apprendre, il va développer des skills, il va apprendre à observer, analyser, objectiver ses problèmes et leurs retentissements pour finalement parvenir à concevoir et construire des comportements alternatifs. Et également, le patient va effectuer des exercices, que ce soit en consultation avec le psychothérapeute, mais également par lui-même entre les séances. Donc des exercices qui vont être comportementaux, cognitifs ou bien corporels. Sur la TCC, donc, il y a un programme qui va être TCC-CT, centré trauma, où là, on va retrouver finalement le même socle, mais avec des interventions qui vont plus mettre l'accent sur les pensées, comportements et émotions associés au traumatisme et au souvenir de l'événement traumatique. Et également, donc, cela va se faire notamment à travers l'exposition au vécu traumatique et à travers la restructuration cognitive des pensées dysfonctionnelles, en lien avec le fait d'avoir été victime d'un événement traumatique. Il y a des méta-analyses, bien entendu, qui sont sorties. La conclusion, notamment de la méta-analyse de 2020 de Coventry et collègues, c'est que les interventions centrées sur le trauma sont supérieures à celles non centrées sur le trauma pour la réduction des symptômes de TSPT. Et cette méta-analyse montrait également que les interventions thérapeutiques qui combinent au moins 2 composantes ou plus, notamment la restructuration cognitive et l'exposition par imagination, étaient les plus efficaces, y compris dans la réduction des symptômes de TSPT complexes. Je ne vous parlerai pas de l'EMDR parce que ce n'est pas ma spécialité, mais si vous avez des questions, on devrait pouvoir y répondre quand même. Et au niveau de la thérapie de la reconsolidation, donc cette thérapie, elle nous vient du Canada, elle a été mise en place par le professeur Brunet, et l'idée, ça va être de réexposer le patient à son souvenir traumatique avec une prise de bêta-bloquant. Ça va avoir 2 intérêts, le blocage de la reconsolidation du souvenir émotionnel, et de fait une diminution des symptômes physiques de stress, puisque le propranolol est un bêta-bloquant, puisque c'est un bêta-bloquant et que du coup ça va venir apaiser la fréquence cardiaque. C'est un protocole de 6 semaines, donc c'est quand même assez rapide. C'est la première thérapie chimio-facilitée qui existe a priori. Ce sont des séances hebdomadaires et on va retrouver une séance de réévaluation à distance de la thérapie. Et donc l'idée finalement de cette thérapie, c'est que les souvenirs traumatiques sont très chargés émotionnellement et sont mal encodés au niveau de la mémoire à long terme. Et donc l'idée, ça va être de réactiver cette trace mnésique de sorte à ce que le souvenir revienne dans un état plus plastique, plus malléable. Il revient donc en mémoire de travail. Et au moment de la reconsolidation finalement du souvenir en mémoire à long terme, le propranolol va jouer un rôle d'interférence finalement sur le réenregistrement du souvenir. Et le but finalement, ça va être d'abaisser la valence émotionnelle des souvenirs traumatiques à force de répétition. Il y a des données sur cette thérapie. Alors il y a eu une première étude à Montréal qui a été faite où on va retrouver du coup après 6 semaines de traitement 52% d'amélioration sur les symptômes de troubles de stress post-traumatique. Ça a été évalué avec la PCL. Et en post-traitement, sur du follow-up, on se retrouve quand même avec 56% d'amélioration. Donc une stabilisation de la baisse de ces symptômes traumatiques. On retrouve également une étude à Boston avec une amélioration des scores de symptômes d'à peu près 50% à 6 mois de la thérapie. Et donc 5 participants sur 7 qui n'ont plus de diagnostic de TSPT à 6 mois. Et enfin, on a une étude toulousaine avec une amélioration des scores de symptômes, pareil, de 51% à 6 mois, comparé à 7% dans le groupe des personnes qui n'ont pas bénéficié de traitement. Et du coup, avec 6 participants sur 7, 86% qui n'ont plus de diagnostic de TSPT à 6 mois, comparativement au groupe des personnes non traitées. Au niveau de la pharmacothérapie, ça va surtout être de la gestion de symptômes, notamment avec l'anxiolyse. Donc, comme le disait Dr Fiedos tout à l'heure, on évite les benzodiazépines qui n'ont pas montré d'intérêt particulier. On va plutôt prioriser sur de l'antihistaminique.
Au niveau des cauchemars, on va avoir la possibilité de mettre de la prazosine, en sachant qu'il y a quand même des problèmes de disponibilité. Et puis ensuite, il va y avoir le traitement de fond, notamment sur les comorbidités dépressives avec la mise en place d'ISRS. Et comme ça a déjà été dit, la possibilité de mettre en place des antipsychotiques atypiques, avec notamment un essai contrôlé randomisé qui a été fait sur les vétérans avec l'introduction de la quétiapine et qui a montré une diminution de symptômes. Quelques mots sur le CRP enfant-ado. Donc ça a été créé en 2023. C'est un CRP qui est dédié à l'évaluation, à la prise en charge des enfants et adolescents ayant été exposés à un ou à des événements traumatiques et qui ont donc mis en péril leur intégrité physique ou psychique. Le CRP, nous également, on s'engage à proposer des prises en charge spécialisées fondées sur les données probantes et recommandées au niveau international. La durée moyenne du suivi au CRP enfant-ado, elle est entre 3 à 6 mois. Et finalement, en fonction de la temporalité de l'événement traumatique, il ne va pas y avoir tout à fait la même prise en charge. Lorsque l'événement traumatique a été vécu il y a moins de 3 mois, ils vont plutôt être sur quelque chose de l'ordre de la guidance parentale, de la psychoéducation sur le trauma, de la thérapie de prévention et notamment la CFTSI, que Magali pourra vous présenter plus amplement s'il y a des questions sur cette thérapie. Et enfin, ça passe également par la formation des acteurs de première ligne. Et enfin, pour ce qui est des événements traumatiques vécus il y a plus de 3 mois, alors là, des thérapies spécialisées centrées trauma vont être proposées, telles que la TCC centrée trauma et le MDR. Pour quels patients? Ce sont donc pour des enfants et adolescents entre 3 et 18 ans qui ont vécu un événement à potentiel traumatique et qui présentent des symptômes, toujours pareil, de troubles de stress post-traumatique, en sachant qu'il y a quelques éléments importants d'orientation quand même sur le CRP enfant-ado. L'événement traumatique, il doit être clairement défini, révélé et identifié. Ce n'est pas le CRP qui va s'engager dans l'annonce de la présence d'un événement traumatique auprès des parents, par exemple. Voilà, l'événement doit être déjà révélé. La nature de l'événement doit correspondre aux critères du DSM-5. Les parents ou accompagnants doivent être au courant de l'existence et de la nature de l'événement traumatique. Et enfin, l'enfant, l'adolescent et sa famille sont en demande d'une intervention pour les aider à gérer les émotions liées à cet événement traumatique. Et toujours pareil, l'enfant, l'adolescent doit également être à minima stabilisé, notamment au niveau du risque suicidaire. Et je vous ai laissé du coup les coordonnées du MPEA qui développe son centre régional de psychotrauma à Montpellier. Et on est bon. Oui. Merci pour cette présentation. Ça a été au moins de clarifier les missions du CRP. Je vais garder mes commentaires à la fin. Je vais savoir s'il y a des questions à la salle par rapport à CRP. Alors pour une fois, on vous présente un dispositif de prise en charge pour les enfants et les ados. Souvent, on nous pose la question. Merci. La perche était trop belle par rapport aux ados. Donc moi, je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse. Et on manque, au niveau de la santé mentale, c'est une grosse difficulté. Et je rebondis par rapport au dernier point que vous avez donc cité sur le fait que l'événement traumatique doit être identifié. Ce qui est très difficile pour nous quand on a des jeunes pris en charge. Voilà. Comment fait-on ? Oui, bonjour. Donc, comment fait-on? Ça veut dire que l'enfant a abordé lors d'une hospitalisation ou en lien avec les soignants qui s'occupent de lui, a abordé un événement traumatique spécifique et que cet événement a pu être parlé avec la famille. Parce que la spécialité, la spécificité de notre centre à Montpellier, notamment ce qu'on appelle la CFTSI, c'est une thérapie brève pour l'identification des émotions. On le travaille avec la famille et aussi avec le référent si l'enfant est placé notamment en famille d'accueil thérapeutique. Il faut qu'il y ait un suivi très spécifique avec une personne qui joue le rôle de prendre soin de lui et qui soit régulier dans ce dispositif.
Autrement, on a vraiment du mal à mettre en place un étayage cohérent et dans la durée si cet enfant est amené à passer de structure en structure ou ne pas être accompagné par un parent qui est là sur la durée de cette prise en charge et qui va pouvoir mettre en œuvre avec lui les préconisations qu'on va mettre en place en lien avec le psychotrauma. Il y a d'autres questions dans la salle par rapport au CRP ? Merci pour cette présentation. Donc moi j'ai une question et un petit commentaire. Vous expliquez extrêmement bien que vous prenez en charge du TSPT, simple. C'était bien d'ailleurs le sens de ce que disait Thierry Bobet. Quid du trauma complexe et du trouble dissociatif complexe? Est-ce que vous avez une visibilité ? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir recevoir Alors, moi, je vais répondre pour l'enfant, parce que pour le coup, effectivement, on a pour projet d'approfondir notre formation avec la thérapie d'exposition prolongée notamment. On va être formé à ça en début 2025. Donc, suite à ça, on va pouvoir effectivement étayer un petit peu notre offre de soins et prendre en charge des traumas complexes, parce qu'effectivement, on se rend bien compte à quel point on est défaillant dans l'accompagnement de ces personnes. En tout cas, on n'a pas... c'est quand même des personnes on se rend les uns les autres parce qu'on arrive au bout de ce qu'on peut proposer. Et donc, on aimerait pouvoir répondre de manière beaucoup plus adaptée à leurs besoins. Oui, je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un socle commun, le TSPT, mais que ce ne sont pas exactement les mêmes patients. Et juste pour compléter la réponse de Magali, au niveau du CRP adulte, on va participer à un projet de recherche avec Alexis Van Capel, notamment sur un protocole pour la gestion de la dissociation. Donc bien sûr qu'on tend à essayer de s'améliorer sur ces aspects-là, mais qu'ensuite il y a aussi une réalité, voilà, c'est ce que je vous ai présenté. On a une augmentation constante des demandes de prise en charge, mais pas d'augmentation des moyens de prendre en charge, ce qui nous limite également. Super, alors moi j'ai plutôt pas mal de commentaires à faire, mais voilà, déjà je suis très content que vous soyez là, parce que c'est important aussi de clarifier, même par rapport à mon équipe, la fonction du CRP de Montpellier, puisqu'on essaye un peu de collaborer ensemble sur certains aspects, et surtout vous suivez quelques-uns de nos patients stabilisés qui habitent sur Montpellier. En fait, il y a une étude qui a été faite, je ne sais pas quelle année, je crois qu'il y a 2021 par le CRP de Lyon, rien que sur le diagnostic du trauma complexe. C'est-à-dire que ça a été une espèce de questionnaire qui a été diffusé à tous les collaborateurs dans les CRP, savoir en fait comment vous diagnostiquez en dehors du TSPT simple. Qu'est-ce que vous faites? Et en fait, les résultats étaient complètement hétérogènes, c'est-à-dire rien que la définition du trauma complexe entre les CRP, il n'y avait pas forcément la même réponse. Et je vous rassure, même entre thérapeutes formés en psychotrauma, des fois, la nosographie en elle-même, elle n'est pas toujours claire, on ne se passe pas toujours sur le même critère pour décrire la même chose au final. Donc je sais qu'il y a un manque de formation, manque personnel, manque de moyens aussi, parce que c'est des patients extrêmement lourds et qui demandent voilà, pas mal de choses. Par contre, j'ai un autre commentaire sur les résultats des études que vous présentez. Alors, je vais être un peu critique sur ça, c'est-à-dire que moi, dans ma pratique sur l'unité psychotrauma, je m'amusais à passer du PSL5 à des patients trauma complexes avec une charge traumatique, avec des symptômes de réviviscence, des cauchemars, etc. Et puis aussi des symptômes, parce que la PCL5, il y a aussi des symptômes de dépersonnalisation, des réalisations, etc. Et en fait, je me rends compte que des fois, si le patient, en fait, n'est pas... Parce qu'en fait, les patients complexes ont cette fameuse dissociation structurelle qui les empêche d'être connectés au trauma et à la charge traumatique. Donc, en fonction du moment où le patient il est, je peux très bien passer le questionnaire et ça va être bas, complètement bas. Et à d'autres moments, je vais repasser le même questionnaire dans 3-4 mois ou en fonction du déclencheur et là pour le coup. Alors, on peut même essayer de déclencher le patient en fonction de sa fenêtre de tolérance émotionnelle où on est. Il peut aussi répondre bas à ces questions. Donc, en fait, des fois, on va tester certains traitements sur des patients, et on va dire, ah tiens, il y a un résultat, parce qu'on baisse, il y a la charge traumatique qui baisse. Ça ne veut pas dire que le patient a intégré la mémoire traumatique,
Ça peut être le cas, comme ça peut être juste qu'il n'est pas forcément dans sa fenêtre pour répondre à la question, qu'il est tout simplement dans une partie de sa personnalité, en tout cas une zone de son cerveau, il est complètement déconnecté de là où il y a l'information traumatique. Et ça, il y a une grande confusion sur les résultats. Enfin, moi, je me permets d'être aussi critique par rapport à ça. Ça peut être des résultats très intéressants quand on a un TSPT simple, mais toujours pareil, est-ce qu'il y a vraiment des TSPT simples? Ça, je vous laisse en débattre. Alors, je vous rejoins sur... Alors, il y a effectivement les symptômes de dissociation qui peuvent venir fausser les autoquestionnaires, mais au-delà de ça, il y a aussi toutes les stratégies d'évitement, finalement. Quand la personne a complètement cloisonné sa vie pour ne plus être du tout au contact d'indices traumatiques, effectivement, elle va mieux en surface. Donc, ça fait en fait, sur notre évaluation, certes, on va faire passer des autoquestionnaires, mais on ne va pas se contenter de ces autoquestionnaires. Il y a toute une évaluation clinique qui va être faite. Il y a aussi des hypothèses qui vont être testées. Qu'est-ce qui se passe finalement quand la personne cesse d'éviter? Et est-ce qu'à ce moment-là, on va avoir davantage de symptômes traumatiques qui seront perceptibles aussi? Mais je vous l'accorde, la dissociation peut tout à fait masquer une partie des symptômes traumatiques, oui. Oui, et pour que ça soit clair pour tout le monde, la PCL5, c'est pour le TSPT simple. Ce n'est pas une échelle d'évaluation du TSPT complexe, et encore moins du trouble dissociatif complexe. Clairement. Bien. Question. Après, on va faire la pause. Merci. Moi, j'avais juste deux petites questions, s'il vous plaît. Est-ce que dans les critères d'inclusion que vous décrivez, vous prenez les patients usagers qui ont un trouble d'usage de substances psychoactives? Il faut que ce soit stabilisé à minima. D'accord. C'est ça, qui est une prise en charge conjointe, en fait. Et pour le coup, on a pas mal d'adressages à de la dicto. Donc, dans ce contexte-là, où on sait qu'il y a une prise en charge déjà qui est focus sur cette problématique, c'est plus facile pour nous d'accepter de travailler avec ces patients, effectivement. Quand vraiment les stratégies de régulation émotionnelle vont passer en priorité par la prise de produits, on va estimer qu'il y a peut-être du travail d'abord à faire de ce côté-là avant de pouvoir amorcer le travail centré sur le trauma. Comme je disais, ça peut être très déstabilisant. Oui, bien sûr. Et juste la deuxième question, c'est est-ce que vous auriez pu donner une petite illustration du travail d'exposition que vous faites dans la reconsolidation Oui, bien sûr. La première séance, ça va être notamment la rédaction du récit traumatique. Alors, c'est un récit traumatique qu'on va demander à la personne d'écrire à la première personne, au présent, et avec pas mal d'informations qui vont être que s'est-il passé au niveau émotionnel corporel, que s'est-il passé au niveau cognitif, quel type de pensées ont pu surgir. On demande à la personne de rédiger ce qu'on va appeler le hotspot, donc le moment le plus difficile de son événement traumatique. Alors ça, c'est toujours pareil, il y a ce qu'on nous présente en formation et puis la réalité du terrain. Et dans la réalité du terrain, je crois que sur mes premières séances, je fais quand même beaucoup d'enregistrements, en fait, pour rester bien au contact de la personne, pour l'aider à descendre vraiment au cœur de l'événement traumatique, de ne pas rester en surface. Et ensuite, c'est moi qui vais retaper finalement ce que la personne m'a livré. Et par la suite, ça va être voilà, des relectures de ce récit traumatique à plusieurs fréquences. Allez, une dernière question, parce qu'on va être à la bourre après. Merci. Juste quelques précisions, puisque donc, moi je suis Fabrice Boulet, je suis psychiatre, donc responsable du centre du CRP de Nîmes. C'est que en fait les CRP, c'est des structures qui sont en train de s'organiser. En théorie, effectivement, initialement les budgets étaient faits pour faire du niveau 2 et du niveau 3, sauf qu'on s'est aperçu que déjà il fallait commencer par le niveau 1. Donc il faut quand même aussi rendre hommage à l'ARS Occitanie qui s'est saisi quand même du problème et qui met quand même du budget en attente d'un autre budget. Donc je crois que ça doit servir aussi bien pour Montpellier que pour Nîmes. Du coup, je fais un peu un appel général. C'est que le niveau 1, en fait, c'est avec des professeurs ou probablement dans la salle qui est en libéral et qui vous intéressez au psychotrauma. Donc la première mission, je dirais, du CRP, c'est de se rapprocher pour pouvoir justement mailler le réseau et que sur l'évaluation faite par un CRP, on puisse aussi donner après la main aux professionnels de premier niveau. Et après, effectivement, le mérite, c'est que c'est en train de s'organiser.
Et je dirais après, pour le complexe et les niveaux 3, Mehdi, je crois que ton unité, elle est faite pour ça. Hein, donc, faut qu'on puisse effectivement avoir une collaboration qui permet un maillage et que, comme l'a bien dit Madame, c'est que c'est pas tout événement traumatique doit atterrir au CRP. Ça n'a aucun sens. Hein, ça n'a aucun sens. Encore faut-il qu'il soit déjà identifié et qu'il ait vraiment une répercussion. Et en fait, la dernière chose, c'est que le mérite aussi de ces centres-là va être de prendre en charge tôt des traumas dont on sait que ce sont des facteurs de risque de troubles psychiatriques par la suite qui sont très très importants. Donc voilà, c'était juste. C'est très très bien. En fait, le but de cette journée, c'est exactement ça, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse baliser les trajectoires, qui fait quoi, comment on fait. Et moi, personnellement, je suis très très content que vous soyez là, parce que ça permet un petit peu de faire une cartographie et de mettre des visages sur les centres et de mettre un peu de relations humaines. Et puis, ça permet aussi par la suite de pouvoir un petit peu orienter les patients au bon endroit. Je vous remercie et du coup, on fait une petite pause de 10 minutes et on revient à 11h30.